Lorsque je me penche en arrière pour fouiller dans mes souvenirs, je m'aperçois que nous vivions la fin d'un monde. Nous étions au cœur des années 70. La guerre du Vietnam venait de s'achever. Le faste économique des 30 glorieuses s'éclipsait aussi, et le chômage s'installait subrepticement. Nous avions à peine 22 ans, et nous nous ouvrions à peine à la vie. On ne savait pas trop où on allait, mais nous avions la foi de la jeunesse. Et c'est ainsi que nous t'avions rencontré. Il marchait, silencieux et docile, dos courbé, fuyant les grandes villes. Il marchait avec ce regard vide qu'ont les hommes qui se savent perdus. Il pliait, se courbait sous les coups. Il mourait ou bien devenait fou. Impassible, s'écoulait le fleuve. Entre lacs, les temples et rizières. Un pas vide, sous les regards de pierre de ces dieux, impuissants spectateurs. C'est alors, aux confins de l'horreur, que des fous, du fond de leur délire, torturés, couchant sous la terreur, tout un peuple avant de le détruire. En ce temps quand soufflait le malheur, tout un peuple subissait le martyre. Impassible, s'écoulait le fleuve, entre lacs, les temples et rizières. Un pas vide, sous les regards de pierre de ces dieux, impuissants spectateurs. Nous avons pris un tuk-tuk pour nous rendre au sud-ouest de la ville. Après plusieurs minutes de circulation, nous arrivons dans cet ancien lycée français qui avait été transformé en centre de torture, tristement célèbre sous le nom de S21. C'était la prison de Tuol Sleng. C'est le sinistre Douche qui en administrait la méthode de torture de masse. Les cellules étaient extrêmement étroites, à peine la place pour s'allonger entre deux séances de torture. Et parfois, les mères étaient accompagnées de leurs enfants. De toute façon, tous deux allaient mourir. Le plus effroyable était cet aspect méthodique, industriel, voire scientifique, qui pouvait faire penser à ce qui s'était passé en Europe avec les nazis.
Ainsi, les bourreaux photographiaient systématiquement toutes les victimes qu'ils allaient avoir à traiter. C'est ce qui reste aujourd'hui comme dernier témoignage de cet univers diabolique. Le peintre Van Naan a été lui aussi incarcéré au S21, mais les Khmers rouges l'avaient épargné dans ce même souci de conserver des traces de leurs actions, à l'instar des photographies et des portraits qu'ils gardaient de leurs victimes. Et pour celui qui, au S21, a croisé le regard de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants et de ces vieillards qui jetaient sur l'objectif une stupéfaction incrédule, sa vision de l'humanité en sera totalement bouleversée. Qu'avaient donc fait de mal ces gamins pour finir leur vie dans des conditions aussi effroyables? Étaient-ils de dangereux espions à la solde de leurs impérialistes? Étaient-ils révisionnistes? Ou pire encore, savaient-ils tout simplement lire? Et cette gamine abasourdie qui ne comprend pas, dont le visage nous poursuivra pendant tout notre périple au Cambodge. À présent, on pense les blessures. Au pardon, on préfère l'oubli. Mais il reste l'ignoble déchirure des vivants, de ceux qui sont partis, de ceux-ci qui donnaient la torture à ceux-là qui sont restés en vie. Impassible s'écoulait le fleuve entre lacs, les temples et rizières. Un pas vide sous les regards de pierre de ces dieux, impuissants spectateurs. Impassible s'écoulait le fleuve entre lacs, les temples et rizières. Un pas vide sous les regards de pierre de ces dieux, impuissants spectateurs. La chute de Phnom Penh était imminente. La panique avait gagné l'ensemble des habitants. Dans la tradition asiatique, tes parents avaient voulu te sauver, toi, qui étais un garçon, ainsi que l'aîné de la famille. Grâce à la Croix-Rouge, ils t'avaient accompagné à l'aéroport de Phnom Penh et tu avais profité du dernier avion avant la prise de la ville. Et c'est ainsi que tu es entré dans nos vies. Aujourd'hui, Phnom Penh est la ville la plus peuplée du Cambodge, ainsi que son centre économique et politique. Située dans la moitié sud du pays, au confluent du Tonlé Sap et du Mekong, la capitale est peuplée par 1 500 000 Phnom Penhois. Elle n'a pas encore atteint son niveau de population d'avant la déchirure, à savoir 2 millions d'habitants. Devenue capitale du royaume à l'époque de l'Indochine française, Phnom Penh était surnommée la perle d'Asie dans les années 1920. Fondée en 1434, la ville s'est beaucoup développée sous l'impulsion de la France, laissant en héritage nombre de bâtiments à l'architecture européenne et coloniale. Ici, comme dans le reste de l'Asie, ce sont les pousse-pousse et les rickshaws qui permettent le plus facilement les déplacements. Si les pousse-pousse sont directement inspirés de ceux qui circulent chez le grand voisin vietnamien, les rickshaws sont tout à fait spécifiques au Cambodge. La carriole est totalement indépendante par rapport à la petite moto qui tracte. Elle a 4 roues et peut être transformée en véritable carrosse.
Mais ce qui trouble le plus le voyageur dans les rues de Phnom Penh, capitale d'un pays réputé comme étant très pauvre, c'est la profusion de 4x4 de luxe que je n'arrive toujours pas à m'expliquer. Et comme dans beaucoup d'autres pays très pauvres sur la planète, ils sont habités par beaucoup de gens très riches. Comme partout ailleurs, c'est sur les marchés que l'on peut pénétrer le cœur d'une population. Au Cambodge, ils sont nombreux, colorés, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce que l'on y propose à la vente est d'un éclectisme illimité. La période coloniale française a laissé de nombreuses traces culturelles, y compris au niveau de la nourriture. Ainsi, sur les marchés du Cambodge, on peut trouver notre bonne vieille baguette de pain dont le goût n'a rien à envier à nos boulangeries industrielles. Le marché est aussi un lieu de vie. On y mange, mais on y dort, parfois, souvent. Les artisans orfèvres travaillent sur place et réalisent leurs bijoux avec les moyens du bord, devant le client. Le Cambodge a été placé sous protectorat français en 1863. Il n'accédera à son indépendance que 90 ans plus tard, soit en 1953. Et durant toute cette période, la France laissera son empreinte architecturale qui aujourd'hui encore donne un cachet particulier aux différentes villes du Cambodge. Le marché central de Phnom Penh est nommé par les Cambodgiens le Psar Thmei, que l'on peut traduire littéralement par nouveau marché. Ce monumental édifice art déco de couleur jaune, construit dans les années 1930, est d'un des symboles de Phnom Penh. La faculté de médecine ainsi que l'hôpital Calmette restent encore, à l'instar de nombreux autres bâtiments publics, un souvenir pérenne de notre présence au Cambodge. Et n'oublions pas nos fameuses baguettes. Le palais royal a été construit après que le roi Norodom Ier eut déménagé la capitale royale d'Udong à Phnom Penh en 1866. Il est situé sur la rive occidentale du Tonlé Sap et du Mékong.
Le Palais Royal est un îlot de raffinement au cœur de la ville et l'architecture sophistiquée de ses bâtiments rivalise avec la variété des plantes tropicales qui parfument ses jardins. La plupart des bâtiments du Palais Royal, en particulier de cette période, ont été construits dans le style traditionnel khmer, mais en intégrant d'importantes caractéristiques européennes. Les murs de la galerie extérieure du cloître sont ornés de fresques peintes entre 1903 et 1904 qui racontent les épisodes de la version khmer du Ramayana, appelée Rimkea. Norodom Sihanouk fut l'une des principales figures de la vie politique cambodgienne au XXe siècle, sous les titres successifs de roi du Cambodge, puis de chef de l'État à vie avant de redevenir roi dans les années 90. Si Norodom Sihanouk a bénéficié d'une aura médiatique en France pour des raisons affectives évidentes, il n'en reste pas moins que son attitude durant la déchirure peut porter pour le moins de multiples interrogations, et en exagérant le trait, on pourrait comparer son attitude avec les Khmers rouges, avec celle du maréchal Pétain, avec les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale. Il n'en reste pas moins qu'il reste un symbole d'unité, et sa cérémonie funèbre fut l'occasion d'un immense rassemblement populaire devant le Palais Royal. Mais aujourd'hui, c'est la fête. Et quelle fête! Om Tuk est une fête qui se déroule dans tout le Cambodge lors de la pleine lune de fin octobre ou début novembre. Et c'est l'une des plus spectaculaires de ce genre en Asie du Sud-Est. Chaque ville, chaque province célèbre cette fête, mais c'est à Phnom Penh qu'elle est la plus importante. Les festivités durent 3 jours et 3 nuits. Ces réjouissances correspondent aussi au changement de sens des flots de la rivière Tonlé Sap. Elles sont une façon de remercier le Mékong de déverser ses limons fertiles sur le pays et de le fournir en abondance en poissons. C'est à ce moment que la rivière retourne à son cours normal vers la mer, et à cause d'un phénomène étonnant, la rivière Tonlé Sap inverse son cours durant les moussons pour se déverser dans le lac du même nom. Et ensuite, alors que la saison des pluies touche à sa fin, la rivière retrouve son cours initial et le lac se déverse à nouveau dans le Mékong, laissant de fortes quantités de poissons prisonniers dans la vase. La population de Phnom Penh double presque durant ce festival, car les provinciaux convergent vers la capitale. Et c'est plus d'1 million de Khmers qui se rassemblent le long des rives. Elles sont dominées par une série de courses de bateaux qui commémorent une victoire navale remportée au XIIe siècle par le roi Jayavarman VII. Et Om Tuk puise ses racines au temps où les rois angkoriens voulaient éprouver l'habileté au combat de leurs guerriers en organisant des compétitions. On peut comparer ces épreuves aux joutes nautiques de l'Europe médiévale.
Mais la nuit tombe sur le Mékong et nous retournons à notre hôtel. Mais nous avons enfin quitté la capitale pour rejoindre le nord du lac Tonlé Sap, à Siem Reap. Siem Reap est une charmante petite ville provinciale, aujourd'hui très touristique grâce à la proximité des temples d'Angkor. Elle dégage toujours un parfum de l'époque coloniale, d'une certaine douceur de vivre qui nous offre un repos bien nécessaire. Jayavarman VII est le dernier grand roi de l'Empire Khmer. Il régna de 1181 à 1218. Il chassa les Chams qui avaient envahi le Cambodge et Angkor et rétablit la puissance de la dynastie Khmer. Les troupes khmères s'emparent de la capitale Cham vers 1190 et le roi vaincu est fait prisonnier. Son royaume devient en 1203 une province khmère. Il hissa le bouddhisme Mahayana au rang de religion d'État et les grands visages du Bouddha souriant font leur apparition pour orner la nouvelle capitale, Angkor Thom. Au cœur de la forêt, dans la chaleur épaisse, se cachent les palais qui devant nous se dresse. Comme des cris du temps qui clame son histoire. Qui depuis 2000 ans ravive nos mémoires et des pierres s'élève le chant qui envoûte les apsaras. Pétrifiés, ils gardent le temps. Les dieux de pierre aux yeux du Bouddha. Il s'écroule encore superbe. Dans un fracas silencieux. Dans les racines et les herbes. Il s'efface
à nos yeux. Que le temps leur rende grâce. À ses rêves de grandeur. Que la pluie, le vent effacent. Qui sont livrés aux pilleurs. Et des pierres s'élève le chant. Qui envoûte les apsaras. Pétrifiés, ils gardent le temps. Les dieux de pierre aux yeux du Bouddha. Javayarman, le 7e. Reste ici, omniprésent. Il surveille son domaine. Qui s'écroule au fil du temps. Sur les restes de son empire. Son esprit plane toujours. Pour garder le souvenir de son courage, de sa bravoure. Et des pierres s'élève le chant. Qui envoûte les apsaras. Pétrifiés, ils gardent le temps. Les dieux de pierre aux yeux du Bouddha. Nous laissons Siem Reap, sa douceur, les dieux de pierre d'Angkor, et nous prenons le bateau pour rejoindre Battambang en traversant le lac Tonlé Sap. Au fil de l'eau, le bateau file entre les nasses et les filets, frôlant les roseaux immobiles. Le bateau trace un fil doré. Mais quand le Mékong reviendra, gonflé des eaux de la mousson, tout le village s'élèvera
au-dessus de l'inondation. Et dans mon rêve, je m'en vais, assis à l'avant du bateau, au cœur des fièvres du marais, au fil du vent et du clapot. Mais quand le Mékong reviendra, gonflé des eaux de la mousson, tout le village s'élèvera au-dessus de l'inondation. Et les gamins sont capitaines de vaisseaux livrés au courant. Le tonne les sape et leur domaine. Ils traversent en chantant. Mais quand le Mékong reviendra, gonflé des eaux de la mousson, tout le village s'élèvera au-dessus de l'inondation. Mais quand le Mékong reviendra, gonflé des eaux de la mousson, tout le village s'élèvera au-dessus de l'inondation. Mais nous sommes arrivés à Battambang. Battambang est situé au nord-ouest du Cambodge. Reliant la région à Phnom Penh et à la Thaïlande, la ville est un lien vital. Et cette ville que les Français trouvèrent en 1907 ne ressemblait alors en rien à ce qu'elle est devenue aujourd'hui. L'administration coloniale démantela les maisons en bois traditionnelles qui s'étendaient près de la rivière pour les remplacer par des habitations en dur et construisit un centre-ville. Le Psarnat, le marché principal de style art déco de couleur jaune vif, fut inauguré en 1936. Sur les bords de la rivière Sangker, tous les soirs à 17h, ces dames viennent retrouver leur coach sportif, un fort bel homme, ce qui explique cela pour quelques exercices en groupe. Non, mesdames, je ne vous le montrerai pas. C'est une maison bleue, mais elle n'est pas adossée à la colline. C'est la maison de Soka. Elle vit ici depuis sa plus tendre enfance. C'est son grand-père qui l'avait construite. Elle a une particularité singulière, à savoir une climatisation naturelle. En effet, son grand-père avait imaginé un ingénieux système de double toiture et plancher ajouré permettant la circulation de l'air et le rafraîchissement de la pièce. Et c'est indéniable, lorsque l'on entre ici, on gagne environ 6 à 7 degrés par rapport aux autres pièces. Soka vit seule depuis si longtemps, avec ses souvenirs qu'elle nous détaille tour à tour. Au-dessus d'une vitrine au fond de la pièce, un cadre où sont réunies toutes les photos des membres de sa famille. Et tous, sans exception,
sont morts durant la déchirure. Les Khmers rouges les avaient exécutés car ils avaient eu le tort d'être des intellectuels. Et par miracle, Soka, qui avait étudié le français, en a réchappé. Aujourd'hui, elle fait visiter sa maison aux touristes, ce qui lui permet de survivre. Je laisse la vieille belle dame à ses souvenirs et nous reprendrons notre route. À l'arrivée des Khmers rouges le 19 avril 1975, comme toutes les autres villes, Battambang fut vidée de ses habitants qui furent déportés dans des zones montagneuses reculées. La province, jusqu'alors connue pour être le grenier à riz du pays, devint un site de torture, d'exécution et de famine. Les anciens soldats de la République khmer, à qui on avait promis la vie sauve, en échange de leur reddition, furent emmenés, officiellement pour être rééduqués, mais exécutés à la sortie de la ville, à l'embouchure de grottes dans lesquelles leurs corps étaient précipités. Si l'armée vietnamienne et ses alliés investirent la région dès le 13 janvier 1979, Battambang fut encore pendant plus d'une dizaine d'années le théâtre de troubles entre le gouvernement installé à Phnom Penh et les partisans de Pol Pot. Cette instabilité perdurera jusqu'à la capitulation des Khmers rouges de la zone en 1996. Le train de bambou ou nori est utilisé dans la région de Battambang. Il s'agit d'un genre de draisine constitué d'une plateforme de bambou motorisée et qui chemine sur les voies ferrées. Au départ, il permettait au personnel chargé d'entretenir les voies ferrées de se déplacer. Ils n'avaient pas de moteur et leurs utilisateurs les propulsaient en utilisant de longues perches de bambou. Mais dans les années 1980, ils servirent à emmener les soldats vietnamiens et leurs alliés vers le front. C'est à ce moment-là que les villageois, pour pallier le mauvais état du réseau routier, commencèrent à assembler leurs premiers noris grâce à des pièces récupérées sur leurs chars d'assaut abandonnés par les belligérants. Aujourd'hui, les moteurs de bateaux ont supplanté les perches de bambou. Les noris peuvent transporter jusqu'à une quinzaine de personnes ou jusqu'à 1,5 tonne de marchandises à 30 km/h environ. Particularité spectaculaire, les voies étant uniques, les noris doivent être suffisamment légers pour pouvoir être démontés en moins de 2 minutes s'ils croisent un autre nori. L'usage, c'est que le moins chargé laisse passer l'autre. L'arrêt de la liaison ferroviaire entre Phnom Penh et Battambang en 2009 a renforcé la place des trains de bambou dans le transport des marchandises et des passagers. À Battambang, nous avons pris le bus pour rejoindre Sihanoukville au sud. Sihanoukville, anciennement Kampong Som, est le seul port maritime en eau profonde du Cambodge, au sud du pays. Petite ville provinciale, elle est vouée à un développement touristique important. Ces grandes plages de sable fin font le bonheur des familles khmères, alors que les touristes occidentaux partent pour la plongée autour de ces îles luxuriantes. Mais pour les Occidentaux de Sihanoukville, il n'y a pas que des touristes. Beaucoup d'expatriés, en majorité français, ont tenté leur chance ici, dans ce pays qui repart à zéro. Parmi eux, nous avons rencontré Vincent, qui suite à son divorce a perdu une boulangerie de 20 employés dans le nord de la France et qui a remonté une affaire au Cambodge. Mais surtout, nous rencontrons Patrice Debec, un ancien travailleur social de la ville d'Angers, qui à la retraite s'est installé ici comme guide. Il connaît parfaitement le pays et c'est lui qui nous emmènera avec son 4x4 à Kampot, à l'est du pays. Alors tôt le matin,
nous empruntons la route qui longe la côte. La campagne est à présent paisible, luxuriante, et les scènes bucoliques se succèdent les unes aux autres. En chemin, nous apercevons perchés dans les palmiers ceux qui vont récolter du vin de palme. Et un peu plus loin encore, nous nous arrêtons pour acheter ce vin qu'un cycliste transporte dans des récipients en bambou. Campote garde une trace ineffable de la présence française durant la période coloniale. Ici, on cultivait le poivre noir, ce qui faisait la richesse de la ville. Et nous nous imprégnions doucement de cette ville, de son histoire. Il règne ici une atmosphère désuète. Et Campote nous laisse rêver aux beaux costumes empesés de nos planteurs expatriés qui, le dimanche, venaient boire des apéritifs alizés sur les terrasses de café. Ils avaient recréé une petite portion de France à plus de 10 000 km de leur métropole. Et c'est dans les environs de Campote que fut tourné le film Un barrage sur le Pacifique avec Isabelle Huppert, qui raconte avec justesse cette période durant laquelle certains faisaient fortune, mais où d'autres perdaient tout. Après le cinéma des années 30, la prison de Campote nous offre à la fois une évocation de la période coloniale, mais aussi des combats qui se sont déroulés entre les Vietnamiens et les Khmers rouges. Elle est encore criblée d'impacts de balles. Prison surprenante. Ici, les détenus peuvent sortir librement dans la journée pour faire leurs courses. Mais s'ils ne réintègrent pas leurs cellules en soirée, la police leur tire dessus sans sommation quand on les retrouve. Et puis nous terminerons cette journée en flânant dans les rues de Campote, hors du temps, loin de tout, dans la douceur de l'océan Pacifique. À notre retour à Phnom Penh, nous avons fini par retrouver le lieu de ton enfance. Plus exactement, sur les indications d'anciens amis de tes parents, nous avons retrouvé l'usine de ton père. Ton histoire, à toi, elle est devenue française. Tu as grandi chez nous et tu es devenu le grand frère de nos enfants que tu as vu naître.
Et puis, tu as grandi. Encore grandi. Pour devenir, toi aussi, un jour, un homme. Et toi aussi, tu es devenu père. Et tu nous as donné un petit-fils qui a de l'Asie dans les yeux, même s'il est né en France. Et lui aussi grandit. Et c'est la vie qui recommence. La vie, cet espoir en l'avenir qui sourit à nouveau. Et tout cela, vois-tu, c'est notre histoire, notre belle histoire. Du fleuve, il se joue des courants, de tous les pièges, des tourbillons. Ils ont subi les ouragans et les orages de mousson. Mais ils reviennent à la peine et chaque jour pose filet en espérant qu'un jour revienne la prospérité retrouvée. Petit pays, cœur de bambou, entre le fleuve et les rizières, où le soleil dans l'eau se joue, où s'en renaît dans la lumière. Le peuple de l'eau. Tu es arrivé sans prévenir, alors qu'on ne t'attendait pas. Tu t'es installé dans nos vies, tu avais tout laissé là-bas, là-bas où restaient tes parents, contraints perdus dans la tourmente. Ils t'avaient sauvé du volcan, de la déchirure sanglante. Petit pays, cœur de bambou, entre le fleuve et les rizières, où le soleil dans l'eau se joue, où s'en renaît dans la lumière. Le peuple de l'eau. Elle est si simple notre histoire, de par-delà les continents. Elle reste ancrée dans nos mémoires, pour le restant de notre temps. Elle restera notre richesse et celle de nos autres enfants. C'est un cadeau de la jeunesse et du bonheur pour très longtemps. Petit pays, cœur de bambou, entre le fleuve et les rizières, où le soleil dans l'eau se joue, où s'en renaît dans la lumière. Le peuple de l'eau. Du fleuve il se joue des courants, de tous les pièges, des tourbillons. Ils
ont subi les ouragans et les orages de mousson. Mais ils reviennent à la peine et chaque jour posent filet en espérant qu'un jour revienne la prospérité retrouvée. Petit pays, cœur de bambou, entre le fleuve et les rizières, où le soleil dans l'eau se joue, où s'en renaît dans la lumière. Le peuple